Bonjour et bienvenue dans Comic Story, l'émission qui se prépare à passer Halloween, cette fête si bon enfant qui... Oui, qu'est-ce que c'est? Ah Excusez-moi 2 secondes. Oui. Mais bien sûr, et d'ailleurs, vous voulez que je vous montre un tour? Regardez, je prends le bâton comme ceci et... Et tada! Je peux reprendre ma vidéo. Ah, donc, comme je le disais donc, bonjour et bienvenue dans Comic Story, l'émission qui... Ça va, ça te dérange pas de passer dans le champ pendant que je tourne? Ouais non, désolé, j'ai eu un appel urgent. Faut que j'amène ça au gars à la sonde là tout de suite en fait. Fredo qui est malade et ils en ont besoin pour Halloween. Désolé. Ok, mais tu restes pas pour la vidéo? Parce que généralement t'aimes bien t'incruster dedans quand même. Ah non, mais je peux pas rester ce coup-ci. Quoique je serais bien resté pour voir ce que tu fais pour Halloween. Parce que c'est bien ça que t'es en train de tourner, non? Oh. Bref, comme vous l'avez sans doute compris, on va ici parler d'Halloween, cette fête qui se veut si effrayante, mais qui finalement ne l'est pas tellement, vu qu'on parle surtout d'enfants déguisés qui viennent vous demander des bonbons. Et bon, les enfants c'est peut-être effrayant, les bonbons pas tellement, sauf si peut-être on regarde la composition. Bon, vous l'aurez sans doute compris, je ne suis pas le plus grand fan des enfants, surtout en période d'Halloween. Du coup, quand je me suis demandé de qui j'allais donc bien pouvoir parler pendant cette fête de l'effroi, un nom m'est apparu. Quelqu'un qui, comme moi, n'est pas un très grand fan des enfants. Quelqu'un qui s'appelle Freddy Krueger. J'ai dit Freddy Krueger. Voilà, c'est mieux. Excuse-moi, mais c'est qui Freddy Krueger? Mais t'es qui toi? Ah, je suis venu pour les bonbons à base. En tout cas, sache, j'ai un culte que Freddy Krueger est, selon mon avis personnel, que c'est le mien, que ça me regarde, le meilleur monstre du cinéma. Et puisque je me sens d'humeur magnanime, et que c'est à peu près mon boulot de combler les incultures des uns et des autres, je vais te faire une petite présentation. Ça te fait plaisir, hein? Oui, on va dire que ça te fait plaisir! Oui, ça me fait plaisir. Freddy Krueger est sans aucun doute le tueur en série le plus efficace du cinéma, en plus de celui qui doit faire le plus les friperies du dimanche. Non mais ce pull sérieux on dirait une version maléfique de Charlie. Enfin bref, reprenons. Freddy Krueger a 2 petites particularités physiques. D'une part son gant à griffes, afin de se faire passer pour un cosplayer raté de Wolverine, et sa gueule de grand brûlé, qui peut le faire passer pour un cosplayer raté mais hardcore de Wolverine. Enfin dernière petite chose, qui en fait un personnage plus qu'intéressant, il opère dans les rêves, et c'est donc la version évoluée du croque-mitaine, en plus d'être pratiquement inarrêtable. D'ailleurs, c'est instructif, hein?
Bien, alors maintenant tu dégages de chez moi. Non mais... Car oui, Freddy a connu plusieurs adaptations en comics, et pour cet Halloween-ci, on va s'intéresser à la plus vieille adaptation, faite pour Monsieur Face de Pizza, à savoir celle faite par Marvel en 1989, un peu avant la sortie du 5e film Freddy. Malheureusement, cette série ne durera pas extrêmement longtemps, vu qu'elle ne connaîtra que 2 numéros, malgré de bonnes ventes. On peut trouver 2 explications pour expliquer l'abandon extrêmement rapide de cette série. L'une explique que le président de Marvel de l'époque, Terry Stewart, avait accepté de publier un comics lié au film sans savoir de quoi cela parlait, et que c'est en lisant le numéro 1 qu'il s'est dit « Oh merde, j'ai fait une connerie », et de demander l'arrêt de la série, laissant juste le numéro 2 déjà bien trop avancé pour pouvoir l'annuler. La deuxième explication voudrait que le président de Marvel savait très bien quel était le sujet du film, et aurait donc tout simplement annulé, non pas suite à des plaintes de groupes protestant contre la violence, mais de peur qu'il y ait ce genre de plainte. Un formidable exemple de censure commerciale s'il en est. Mais je propose sans plus attendre d'aller vérifier le contenu du comics. La couverture est bien dessinée et assez représentative du personnage de Freddy, qui a une légère attirance, il est vrai, pour les adolescentes en nuisette. Mais ne vous habituez pas trop à ce style, vous découvrirez bien assez tôt que les pages intérieures n'y ressemblent pas. Après la page de titre, où l'on découvre que le scénariste n'est autre que Steve Gerber, alias le créateur de Man Thing et Howard the Duck, ce qui n'est pas rien, est dessiné par Rich Buckler et Tony DeZuniga. L'on aura à peine le temps de se poser la question du manque de colorisme que l'on tombe sur une photo de l'acteur en train de se curer les dents. Je vous préviens, si c'est un roman photo, je me casse. Rien de cela en fait, il s'agit juste d'une tradition étrange des comics adaptés de films de mettre toujours ici et là le visage des acteurs. Et c'est à la page suivante que le comics commence et que l'on découvre qu'il est en noir et blanc. Et j'aimerais profiter de ce passage pour clamer haut et fort que non, le noir et le blanc n'est pas l'apanage du manga. Et, oh bien sûr, il y a des tonnes de très bons titres qui se font avec du noir et blanc, surtout en horreur. Mais il n'y a pas, avec un personnage de pouvoir aussi imaginatif et surtout visuel que Freddy, je peux pas empêcher de me dire que quand même la couleur ça aurait été cool. L'histoire commence à Springwood, le lieu de pratiquement toutes les histoires de Freddy, donc c'est normal. Une ambulance arrive sur le parvis d'une maison, un homme attend à la porte. Oh mon dieu, il y a trop de suspense, je me demande bien ce qui s'est passé et... Ah oui, c'est vrai. Monsieur Hayes a un petit dialogue avec les ambulanciers et une bouteille d'alcool à la main. Monsieur Hayes, vous avez appelé une ambulance ? Non. Ouais, ma femme l'a fait. Où est le patient ? Heureusement que sa femme prend le relais en criant que sa fille est en haut. Pendant ce temps-là, Monsieur Hayes se resserre un petit coup de picole. Et le prix du meilleur père de l'année est décerné à... Non mais franchement, vous déconnez plein tube là les gars. Et j'adore la réaction du mec qui découvre ce qui s'est passé là-haut. Vraiment, un simple petit « Oh mon dieu !» Sobre, efficace, j'aime. Bon, faut dire aussi qu'à l'intérieur c'est le bordel, vu que la fille du couple a apparemment été lacérée par des scalpels et a les pieds brûlés. Bien sûr, les ambulanciers et les policiers pensent qu'il s'agit du couple qui a torturé leur fille. Je veux dire, c'est pas comme si on était vers le 5e film où des adolescents meurent de façon bizarre. On pourrait peut-être se dire que certains adultes, malgré leur apathie générale, commenceraient à se dire qu'il y a peut-être vraiment quelque chose de bizarre dans cette ville. Et pendant ce temps, le couple se défend en disant que la porte était fermée de l'intérieur, que Monsieur Hayes a dû la forcer et qu'on y entendait des bruits, comme si elle était projetée contre les murs. Hey, je lis un comics Freddy, pas l'exorciste. Pendant ce temps, à New York, le docteur Julian Quinn... Non, pas ce docteur Quinn là. Le docteur Julian Quinn, psychologue, annonce à son petit ami qu'elle désire retourner à Springwood, où elle a passé son enfance. Le dit petit ami, qui d'ailleurs ressemble étrangement à Constantine, lui dit que si jamais elle veut revoir l'homme de ses rêves, elle n'a qu'à l'appeler. Homme de ses rêves, Freddy, troll, cul un mouton... On peut continuer maintenant ? En rentrant, elle trébuche sur un tricycle. Bon, je sais que l'horreur prend toutes sortes de formes, aussi diverses que variées, mais... Un tricycle ? Juste après commence à résonner la célèbre comptine annonçant l'arrivée de Freddy. Et le décor commence à se barrer en couille, mais en cours de route, il change de chanson. Mais je la connais celle-là. We are the world, we are the children, we are the children.
L'hallucination continue, et Freddy apparaît à la porte du 1428 Elm Street, maison d'horreur bien connue des fans et actuellement maison d'enfance de Freddy. Il fout le feu au rêve, tandis que la cigarette du docteur lui tombe dessus et manque de faire brûler le canapé. Julian se dit alors qu'elle devrait peut-être reconsidérer son retour à Springwood et montre qu'elle connaît ici notre grand brûlé. De retour à Springwood, la petite Allison Hayes est sur la table d'opération, quand soudain, son intestin se rue à sa gorge et tente de l'étrangler. Oh la vache! Mais où est-ce que je vais bien pouvoir trouver une référence à quelqu'un qui se fait étrangler par son propre gros intestin? Non, j'ai beau chercher, je vois pas. Il s'agit bien entendu de Freddy, qui profite de son anesthésie pour tenter de la tuer. Maintenant, bon courage pour votre prochaine anesthésie. Pensez surtout bien au mec qui peut vous tuer pendant votre sommeil. Autre que le chirurgien, bien sûr. Bien sûr, dans le monde réel, rien de tout ça, mais les médecins remarquent tout de même que malgré tous les sédatifs et relaxants, elle continue de bouger. Il faut dire aussi que la petite Allison se défend comme une diablesse et fout un peu sa misère à Freddy, en lui mettant sa griffe en métal dans l'écran de l'électrocardiogramme, ce qui a pour effet de l'électrocuter. Ok, j'arrête les écrans tactiles à partir de maintenant, moi. Le chirurgien, qui a la gueule de Vincent Price d'ailleurs, annonce qu'elle va s'en sortir. Le couple Hayes, qui vient d'expliquer aux policiers qu'Allison avait déjà eu quelques rêves étranges, d'où elle était ressortie avec quelques cicatrices, a alors une phrase quelque peu bizarre. Bon, je reconnais que Patty et moi, on n'a pas toujours été les meilleurs des parents, mais vous savez bien qu'aucun de nous n'aurait pu faire de mal à Allison de cette façon. Alors, je sais pas vous, mais moi, personnellement, j'entends. Enfin, monsieur l'agent, vous voyez bien que c'est pas moi, enfin, la gamine s'en est sortie. Pensez bien que si c'était moi, elle serait cannée depuis longtemps. Je bâcle pas le boulot, moi. Le lendemain, le Dr Quinn prend l'avion pour faire le trajet New York-Springwood. Elle en profite pour relire différents documents nous présentant l'origine de Freddy. Il est important de noter que oui, il y a des différences avec la version relatée dans les films, mais que c'est aussi la première représentation visuelle des 10 événements avant n'importe quel film. Une infirmière travaillait dans un asile psychiatrique à l'allure très moyenâgeuse. Sans rire, l'asile d'Arkham a l'air d'être une institution modèle à côté. Un jour, alors que le gardien part en pause pendant longtemps, très longtemps, elle décide d'oublier la prudence et rendre seule dans une cellule remplie de 100 malades, puisqu'ils ont besoin de leurs médicaments très régulièrement. Et là, elle se fait frapper et violer pendant 3 jours. Alors, au-delà du côté très malsain et purement dégueulasse de ce que je suis en train de dire, je me demande quand même ce qu'a foutu ce putain de garde pendant 3 jours. L'infirmière est tombée enceinte et décide ensuite de se faire nonne suite au violent traumatisme. La lecture est troublée par un micro-rêve et un petit coucou de Freddy pour que le flashback continue. Le petit Freddy est donc adopté par Monsieur et Madame Strunk, qui restèrent ses tuteurs pour environ 24 heures, puisque la maison est cambriolée par un couple qui vole ce qu'ils peuvent, tue le couple Strunk et décide pour on ne sait quelle raison d'embarquer le petit Kruger avec le reste du butin. Il sera vendu plus tard à un couple où il devra amener des clients pour la femme, prostituée, et battu par l'homme, procureur habile du rasoir. Un rasoir dont il se servira ensuite pour tuer le couple quelques années après. Bon, après tout cela, le petit Freddy n'est plus très bien dans sa tête et commence à prendre le contrôle de ses rêves où il se met à tuer des jeunes femmes avec des mains griffues. Avant de le faire dans la réalité. Alors oui, je sais, c'est glauque, mais c'est Halloween mes bonnes gens. A noter qu'ensuite, donc Freddy sera arrêté, puis lynché et brûlé vif par une foule en colère, ce qui peut parfaitement se comprendre. C'est ainsi qu'il devient le fantôme des rêves que nous connaissons. Le Dr Quinn arrive enfin à Springwood, nous apprend qu'elle est revenue ici afin de tenter d'arrêter Freddy une bonne fois pour toutes et s'endort. Et se retrouve nez à nez avec Allison Hayes. Il n'y a pas vraiment le temps pour une conversation de démarrer, puisque Freddy s'extrait du ventre de l'adolescente tel un alien, et commence alors un combat extrêmement sympathique où le Dr Quinn et Freddy prennent tour à tour le contrôle du rêve, selon la technique utilisée depuis le 3e film, Dream Warriors. En gros, chacun amène des nouveaux éléments dans le rêve pour se défendre, comme par exemple « Ah, tu tombes dans un trou. Ah oui, mais j'ai des ailes, alors je m'envole !» Bref, vous voyez le principe. La joute est interrompue par le téléphone qui réveille le Dr Quinn. Il s'agit de son nouveau travail. On la voit ensuite se présenter au D-Job et se faire un ennemi du Dr Waitley, qui ne croit pas en ses méthodes.
Mais à peine est-elle arrivée que la police semble avoir besoin de son expertise sur une affaire. Il s'agit bien sûr de la petite Allison Hayes, qui de son côté refuse toutes sortes de somnifères, ce qui se comprend très bien. Les deux femmes se reconnaissent de la brève rencontre dans leurs rêves, et le Dr Quinn lui apprend qu'elle voit Freddy dans ses rêves depuis peu, car elle fait partie des enfants de la foule qui a brûlé Freddy, mais qu'elle n'est pas encore morte car ses parents vont déménager à New York. Elle apprend aussi à Allison une technique pour combattre Freddy, à savoir le contrôle des rêves. Elles commencent par s'endormir ensemble en pensant au même lieu. Elles choisissent un lieu d'où elles pourront voir Freddy arriver, à savoir une montagne toute droite sortie d'un cartoon de Bip Bip et Ville Coyote. Alors moi, quitte à choisir, et en utilisant exactement la même logique, je choisis une plaine dégagée. Ou déjà pour enlever donc tout le vide hyper dangereux autour de moi, et ensuite pour m'assurer une retraite. La technique fonctionne et le Dr Quinn apprend à Allison qu'elle peut devenir ce qu'elle veut en rêve et en faire une force. Ainsi, l'adolescente prend l'image d'une catcheuse, et Freddy fait donc apparaître un ring de catch. Ok, je pensais jamais voir un mélange entre Freddy Krueger et du catch, mais... pourquoi pas? Puis la colline s'en trouve et il s'avère qu'il s'agissait de la tête de Freddy depuis le début, et nos deux héroïnes s'enfoncent petit à petit dans les méandres des méninges du tueur psychopathe. Et c'est la fin du premier numéro. Un numéro plutôt sympathique, et qui me fait vraiment regretter l'annulation de la série. J'espère vraiment que le deuxième numéro sera du même acabit et que... Les gosses de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Toi ?